On pense souvent au brevet comme à une sorte de bouclier, n'est-ce pas? Juste une protection. Et si c'était bien plus que ça? On va voir ensemble qu'il y a un pouvoir stratégique caché, une puissance qui va bien au-delà de la simple défense d'une invention. La question est vraiment là, en fait. Un brevet, c'est quoi au juste? Un mur infranchissable pour tenir les autres à distance? Ou plutôt un couteau suisse, un outil aux multiples fonctions? La réponse change absolument tout. Alors oublions un peu les idées reçues et creusons ça. Bon, il y a deux manières de voir les choses. D'un côté, la vision la plus courante, le brevet, c'est une forteresse, on s'enferme dedans. Et de l'autre, la vision stratégique, beaucoup plus dynamique. Là, le brevet devient une monnaie d'échange, une sorte de jeton pour négocier. Ou alors une clé qui ouvre des portes vers d'autres technologies, et même une boussole pour guider ses choix. Pour vraiment saisir cette vision stratégique, il faut comprendre un truc essentiel. Ça ne repose pas sur un but unique, non. Tout est une question d'équilibre. Un équilibre très délicat entre deux grandes tensions, deux forces opposées. Ok, première tension. C'est un choix majeur. Soit on verrouille sa technologie, on la garde pour soi pour empocher un maximum de profit, ce qu'on appelle la rente de monopole, soit on fait l'inverse. On la diffuse le plus largement possible pour qu'elle devienne un standard, une référence pour tout le monde. La création de valeur se fait alors d'une toute autre manière. La deuxième tension, elle est tout aussi cruciale. Le brevet peut servir bien sûr à exclure les concurrents, à leur dire non, ici c'est chez moi. Mais, et c'est ça qui est intéressant, il peut aussi servir à tout le contraire, à construire des ponts, des partenariats, à coopérer, à échanger des technologies. Et c'est là que ça devient puissant. Quand on croise ces deux tensions, eh bien, on obtient une sorte de grille de lecture, un cadre qui révèle 4 grandes stratégies, 4 manières de jouer le jeu du brevet. Allez, on regarde ce manuel de jeu. Alors voilà, là voici cette fameuse matrice qui organise tout. C'est simple. Sur l'axe vertical, on a le type de profit, on cherche le monopole ou au contraire une diffusion très large. Et à l'horizontale, c'est le rapport aux autres. On exclut ou on coopère. Chaque case, chaque quadrant définit une stratégie bien précise. Remplissons ça ensemble. Première stratégie, et c'est la plus classique, celle qu'on a tous en tête. Elle se trouve où? Au croisement du profit de monopole et de l'exclusion. C'est l'idée pure et simple de la forteresse. On ferme tout. L'objectif, ici, il est limpide. Le contrôle total du marché. Et pour ça, la méthode est radicale. On bloque absolument tous les concurrents. Polaroid, par exemple, l'a fait pendant des décennies. Un autre cas d'école, c'est Michelin, qui a su utiliser ses brevets pour vraiment se différencier et écraser la concurrence sur un segment entier. Passons à la deuxième stratégie. Là, on cherche toujours le profit de monopole, attention. Mais on change de méthode. On passe en mode coopération. Au lieu de construire un mur, on installe un péage. Et on fait payer gentiment le droit de passage. Le but du jeu, ici, c'est de transformer son brevet en une véritable machine à cash. Comment? En vendant des licences, et au prix fort si possible. Regardez l'exemple de Thomson, c'est juste hallucinant. En 2002, leur division brevet a rapporté 387 millions d'euros. C'était plus de la moitié du résultat d'exploitation de tout le groupe. Ça donne une idée du potentiel financier de cette approche, c'est colossal. Ok, on change de case. On passe du côté de la large diffusion. Et là, on a la troisième stratégie. Ici, le brevet change complètement de nature. Il devient une sorte de monnaie d'échange, un passeport pour accéder aux technologies des autres. En fait, l'idée de départ est simple. Dans des domaines super complexes comme les semi-conducteurs par exemple, personne, absolument personne ne possède 100% de la technologie. C'est impossible. Donc un bon portefeuille de brevets, ça devient un ticket d'entrée, un laissez-passer. C'est ce qui permet de s'asseoir à la table des grands et de pouvoir échanger. Et enfin, la quatrième et dernière stratégie. Elle combine la large diffusion et l'exclusion. Ça peut paraître bizarre, mais l'idée ici, ce n'est pas de bloquer les autres. Non, l'idée, c'est de courir plus vite que tout le monde. Ici, tout, absolument tout, repose sur la vitesse d'innovation. Le pari, c'est de diffuser sa technologie partout, gratuitement parfois, pour qu'elle devienne le standard. On parie sur le fait qu'on aura toujours un coup d'avance. Mais attention, c'est une stratégie super risquée, parce que le jour où on ralentit, le jour où l'innovation cale, il n'y a plus de filet de sécurité. Tout s'écroule. Bon, on a vu 4 stratégies bien définies. Forteresse, péage, échange, course de vitesse. Mais la vraie clé, le vrai secret, ce n'est pas de choisir une case et de ne plus jamais en bouger. Non, la véritable maîtrise, c'est l'art de l'équilibre. Cette citation, elle résume tout parfaitement.
Le but, ce n'est pas de choisir une stratégie, mais de savoir jongler, de savoir gérer les oscillations entre ces différentes approches. C'est un art, l'art de l'équilibration. Il s'agit de naviguer entre ces tensions sans jamais se figer dans une posture. Mais alors, concrètement, comment on gère ces oscillations? Eh bien, il y a 2 grands leviers sur lesquels on peut jouer. Le premier, c'est le nombre de licences qu'on accorde. Le deuxième, c'est le prix de ces licences, le montant des redevances. En fait, comme on le voit sur ce schéma, c'est en ajustant ces 2 curseurs qu'une entreprise peut naviguer entre les 4 stratégies. Par exemple, si on accorde plein de licences pour presque rien, eh bien, on est en plein dans la stratégie de la course de vitesse. Et pour bien voir comment tout ça s'articule dans la vraie vie, rien de tel qu'un bon exemple. Et quel exemple? On va parler d'Intel. Ils sont passés maîtres dans l'art de faire évoluer leur stratégie de brevet au fil du temps. Un vrai cas d'école. Le parcours d'Intel, c'est vraiment fascinant. Au début, dans les années 80, ils sont à fond dans la course de vitesse. Politique de licence très ouverte, l'objectif c'est d'imposer leur puce comme le standard du PC. Et ça marche. Mais une fois que le standard est bien en place, hop, changement de cap radical. Ils ferment tout et passent en mode forteresse défensive, pour maximiser les profits. Et plus tard, ça devient encore plus subtil. Ils signent un accord avec leur grand rival AMD. Ils coopèrent sur certains points, mais en même temps, ils les bloquent sur d'autres, comme les connecteurs. C'est de la haute voltige stratégique, vraiment. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? S'il y a une chose, c'est celle-ci. Un brevet, ce n'est pas un objet statique, un simple papier juridique. Sa vraie valeur, elle est dans sa flexibilité. C'est un outil stratégique qu'il faut savoir manier. Et pour conclure, une petite réflexion. Le vrai grand risque, finalement, ce n'est pas de se faire copier son brevet. Le vrai risque, c'est d'avoir une stratégie de brevet qui soit complètement figée, unidimensionnelle. Parce qu'une stratégie qui ne sait pas jongler, qui ne sait pas s'adapter, c'est peut-être ça la plus grande des faiblesses.